Alors, le taux de chômage, on en entend parler tout le temps, c'est vrai. C'est un peu le chiffre qu'on nous donne pour savoir si l'économie va bien ou pas. Mais en fait, derrière ce simple pourcentage, il y a toute une histoire, bien plus complexe qu'on l'imagine. La question c'est, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? Oui, cette question est essentielle. Parce que quand on entend, disons, 8% de chômage, le réflexe est de se dire, bon, ok, ça fait 8 personnes sur 100 qui n'ont pas de boulot, et puis c'est tout. Sauf que c'est bien plus subtil que ça. Et c'est justement cette complexité qu'on va essayer de décortiquer. Voilà, ce genre de graphique, on l'a tous déjà vu, non? La fameuse courbe qui monte, qui descend, qui fait les gros titres des journaux. Mais pour vraiment comprendre ce qu'elle nous raconte, cette courbe, la première étape, c'est de savoir, mais de qui parle-t-on au juste? Alors, première question, qui est vraiment considéré comme un chômeur? On a tendance à penser que c'est simple, non? Pas de travail égale chômage. Eh bien, en réalité, pour les statistiques officielles, c'est beaucoup plus strict que ça. Et cette définition, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est une norme internationale fixée par le Bureau international du travail, le fameux BIT. L'idée, c'est de pouvoir comparer ce qui est comparable, que l'on soit en France, en Allemagne ou au Japon. Et pour ça, il faut une définition hyper précise. Et vous allez voir, elle a son importance. Alors, attention, pour être officiellement au chômage, il faut cocher 3 cases. En même temps, la première, c'est de ne pas avoir de travail, évidemment. La deuxième, c'est d'être disponible pour commencer un job dans les 2 semaines. Et la troisième, la plus importante peut-être, c'est d'avoir cherché activement un emploi dans le dernier mois. Le point clé, c'est vraiment ça. Les 3 conditions doivent être réunies. L'une sans les autres, ça ne compte pas. Et ça nous amène à une distinction super importante, celle entre la population active et la population inactive. C'est ça que ce schéma montre. En gros, on divise tout le monde en deux. Les actifs, ce sont ceux qui ont un emploi ou qui en cherchent un activement, donc les chômeurs, selon la définition qu'on vient de voir. Et puis, il y a les inactifs, les étudiants, les retraités, les personnes au foyer. Eh bien, eux, ils ne rentrent tout simplement pas dans le calcul du taux de chômage. Mais attendez, ce n'est pas fini. On a vu qui on compte, maintenant, on va voir de quoi on parle. Et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment passionnant. Parce que derrière ce chiffre unique, ce fameux 8%, il n'y a pas un problème, mais en réalité, 3 problèmes très différents. Voilà, il faut imaginer le taux de chômage total un peu comme une poupée russe. Ce 8,1% qu'on voit là, c'est en fait une addition. C'est la somme de 3 couches, 3 types de chômage, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On a le chômage qu'on appelle frictionnel, le structural et le conjoncturel. Alors décortiquons ça. D'abord, le frictionnel. Ça, c'est le chômage un peu normal, presque inévitable. C'est le temps qu'il faut à quelqu'un pour passer d'un job à un autre. Ensuite, le structurel. Là, c'est plus compliqué. C'est quand il y a une sorte d'inadéquation entre les compétences des gens qui cherchent du travail et les compétences que les entreprises recherchent. C'est l'image de la clé qui ne rentre pas dans la bonne serrure. Et enfin, le conjoncturel. Bon, celui-là, c'est celui dont on entend le plus parler aux infos. Il est directement lié à la santé de l'économie. Quand ça va mal, il augmente. Quand ça va bien, il baisse. Et pour que ce soit bien clair, rien de tel que des exemples. Une grande entreprise qui licencie parce que son carnet de commandes est vide, ça c'est typiquement du chômage conjoncturel. C'est lié à la situation économique. Un jeune diplômé qui met quelques mois à trouver son premier emploi stable, ça c'est du frictionnel, c'est le temps de recherche normal. Et puis, le cas classique, on nous dit qu'il y a 8% de chômage, mais en même temps les entreprises n'arrivent pas à recruter des plombiers ou des ingénieurs. Eh bien ça, c'est l'illustration parfaite du problème structurel. Ok, donc on a identifié les différents problèmes. La question logique qui vient après, c'est comment on fait pour les résoudre? Que peuvent faire les pouvoirs publics? En fait, ils ont toute une boîte à outils à leur disposition, avec en gros 2 types de solutions. Et ces solutions, on peut les séparer en 2 grandes familles. D'un côté, on a ce qu'on appelle les politiques actives. Leur but, c'est d'agir directement sur le marché du travail, d'essayer de le réparer. De l'autre, on a les politiques passives, qui, elles, sont là pour amortir le choc, pour soutenir financièrement les personnes qui se retrouvent sans emploi. On a donc d'un côté l'intervention, de l'autre, l'amortisseur. Pour être très concret, une politique active, ça va être par exemple de financer une formation pour permettre à une personne d'acquérir les compétences qui manquent sur le marché. Ou alors, réduire les charges sur les bas salaires pour inciter les entreprises à embaucher. Une politique passive, l'exemple le plus connu, c'est bien sûr l'assurance chômage. Elle ne résout pas le problème à la racine, mais elle permet de vivre pendant qu'on cherche une solution. En général, les 2 approches sont utilisées en même temps, elles sont complémentaires. Tout ça, ça nous amène à la question à 1 million. Le but final de toutes ces politiques, c'est quoi? Est-ce que le plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage de 0, est un objectif réaliste? Eh bien, là encore, la réponse n'est pas si simple. La première raison, c'est qu'en fait, le chiffre officiel ne capture pas tout. On l'a vu au début, la définition est très stricte. Et du coup, il y a toute une zone grise, des gens qui sont un peu entre les 3 statuts, ni vraiment en emploi, ni officiellement au chômage, ni complètement inactifs. Et cette zone grise, les économistes lui ont donné un nom, c'est le halo du chômage.
L'image est assez parlante. Elle montre bien que les frontières entre les catégories ne sont pas du tout étanches. Il y a plein de situations un peu floues, intermédiaires, qui passent sous les radars des grandes statistiques. Et alors, qui on trouve dans ce fameux halo ? Eh bien, par exemple, les travailleurs découragés, ceux qui ont tellement cherché sans trouver qu'ils ont fini par abandonner. Ou alors, les personnes qui sont à temps partiel mais qui aimeraient travailler beaucoup plus. On y trouve aussi des gens en formation, ou ceux qui font des petits boulots non déclarés. Bref, tout un tas de situations qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui sont pourtant bien réelles. Et ça nous amène à la deuxième raison pour laquelle le zéro chômage est un peu un mythe. Le plein emploi en économie, ça ne veut pas dire 0% de chômeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours ce fameux chômage frictionnel dont on a parlé. Ce temps de transition entre deux jobs, il est incompressible. Dans une économie saine et dynamique, où les gens changent de travail, il y aura forcément à un instant T des personnes entre deux contrats. Voilà, la boucle est bouclée. On est parti d'un simple chiffre et on a vu qu'il cachait des réalités très différentes. Plusieurs types de chômage, toute une palette d'outils pour y faire face, et même des zones d'ombre que les statistiques ne voient pas. Et tout ça, ça nous amène à la vraie question, celle qui est bien plus importante que le chiffre du journal de 20 heures. Si une partie du chômage est inévitable et que le taux officiel ne dit pas tout, quel est notre véritable objectif collectif ?